Nous recevons aujourd'hui Hippolyte Marchetti et Muriel Fayat, tous deux associés du cabinet Chatin et Associés. Merci Bonjour. à tous deux d'être ici. Bonjour. Merci. La lutte contre la corruption s'invite de plus en plus dans la vie des entreprises. Aujourd'hui, nous avons le projet de loi Sapin 2. Selon vous, véritable changement ou simple effet d'annonce ? Écoutez, depuis plusieurs années, la France est pointée du doigt comme étant l'un des mauvais élèves en Europe en matière de lutte contre la corruption. Il fallait une évolution juridique forte, d'autant que dans un marché globalisé, on ne peut plus raisonner localement et on a besoin que ces outils juridiques soient aussi au service de la souveraineté économique du pays. Songez à l'affaire BNP Paribas tout récemment. C'est l'ambition de la loi Sapin 2. Et à ce titre, je pense qu'il y a un véritable changement culturel qui est en train de s'opérer. On passe d'une logique du tout répressif à une logique de prévention et de transaction. Mais Muriel Fayat, quelles seraient dans ce cas-là les mesures phares de ce projet ? Il y en a trois principalement, à mon sens. La première d'entre elles, c'est d'imposer une obligation de mise en conformité vis-à-vis des entreprises, et pas n'importe lesquelles, puisqu'elles doivent compter 500 salariés et réaliser un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros. Et ces entreprises doivent ensuite mettre en place en interne un process d'identification et de prévention des faits de corruption. Les collectivités publiques sont également concernées puisqu'elles doivent également mettre en place des procédures afin d'empêcher ces faits de corruption. Et à ce titre, la loi apporte un deuxième apport puisqu'elle met en place l'Agence française anticorruption, l'AFA, qui remplace un autre organisme. Elle est rattachée au ministre de la Justice et au ministre de Bercy, qui a deux rôles. Le premier rôle, c'est de conseiller, de recommander les collectivités publiques dans la mise en place de ces process. Et puis un deuxième rôle qui est celui de contrôler donc les procédures mises en place par les entreprises et les collectivités, et éventuellement de sanctionner lorsque ces mesures ne sont pas prises ou de manière insuffisante. Les sanctions peuvent être importantes, puisqu'on parle de 1 million d'euros à titre de sanction, par exemple, pour les personnes morales. D'accord. Et la troisième mesure qui, à mon sens, est importante, c'est la reconnaissance d'un statut des lanceurs d'alerte. On en a beaucoup parlé précédemment. Michel Sapin voulait leur accorder un statut. Voilà, la loi l'a fait. Donc, elle définit déjà le lanceur d'alerte, ce qu'est un lanceur d'alerte. Et deuxièmement, elle met en place un système de protection adapté pour les lanceurs d'alerte. Et là, les collectivités publiques ont un rôle à jouer dans la protection de ces lanceurs d'alerte. Voilà, donc c'est les trois mesures qui me paraissent importantes dans cette loi. D'accord. Et peut-on transiger ? Oui, on peut transiger. C'est une nouveauté, j'en parlais tout à l'heure, de cette loi. Le procureur aujourd'hui n'est plus obligé de poursuivre uniquement. Il peut transiger. Dans quelle matière ? En matière de corruption, trafic d'influence et blanchiment de fraude fiscale. Trois objectifs très simples. Et là, c'est encore une fois un changement que je tiens à souligner ici. D'abord, un objectif d'efficacité. Le procureur de la République va, selon l'opportunité qui lui apparaîtra, proposer à une personne morale de transiger, c'est-à-dire de payer une amende ou de mettre en place un programme au sein de l'entreprise de conformité. Deuxièmement, ça marque une certaine volonté de dépénaliser la vie des affaires, qu'on essaye de faire depuis un certain temps. La personne ne sera pas reconnue coupable, il n'y aura pas d'inscription à son bulletin du casier judiciaire. Et puis pour que cette dépénalisation ne soit pas trop forte ou vécue trop fortement, il y a une transparence, et la convention d'intérêt public qui est signée avec la personne morale est publiée sur le site de l'AFA et tous les citoyens y ont accès. D'accord. Et Muriel, selon vous, quelles seront les autres mesures phares du projet ? Il y en a beaucoup, mais moi j'ai particulièrement relevé dans mon domaine d'activité l'avancée de cette loi concernant les conventions d'occupation du domaine public des personnes publiques, puisque jusqu'à présent c'était les seuls contrats qui n'étaient pas soumis à une obligation de mise en concurrence, et ce depuis la décision du Conseil d'État Jean Bouin de 2010, assez connu. Et désormais la loi prévoit un principe de mise en concurrence pour certaines de ces conventions. Elle renvoie à une ordonnance le soin d'identifier ces conventions et les modalités d'application de ce principe. Donc, attendons de voir ce que va prévoir l'ordonnance. À l'occasion, vous saurez suivre les modalités d'application à l'avenir. En tout cas, nous aurons sans doute la chance de vous retrouver dans une prochaine vidéo pour nous l'expliquer. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.